Bien, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. On traite de l'adaptation aux changements globaux des pêches à la crevette nordique dans l'Est du Québec. Parce que les communautés de l'Est du Québec, principalement de la Gaspésie, mais aussi de la Côte-Nord et puis du Bas-Saint-Laurent, certaines communautés ont une activité économique qui dépend beaucoup de la pêche à la crevette. Ici, sur la photo de présentation, vous voyez donc un pêcheur qui arrive au quai de Sept-Îles et qui a son chalut et ses crevettes dans le bateau. Puis on parle de changements globaux, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Ça inclut donc les changements climatiques, mais aussi les changements socio-économiques, le marché, tout ça, qui peuvent influencer l'activité de pêche dans l'Est du Québec. Donc, pourquoi on parle de la crevette? Comme Marco le mentionnait précédemment, c'est un prétexte, en fait, pour parler de la vulnérabilité puis de la résilience des communautés, puis des transitions éventuelles à faire dans certaines régions du Québec. Il y a une grande pression actuellement sur les populations de crevettes qui sont associées en grande partie au changement climatique. Donc, il y a eu un déclin des stocks qui a été perçu. En fait, la crevette historiquement a été davantage pêchée à partir du moratoire sur la morue en 92. Et puis, ensuite, il y a eu une hausse de l'importance de la crevette dans les pêcheries canadiennes et québécoises pour qu'elle devienne une des 3 principales espèces pêchées, en fait, au Canada et au Québec. Et sa valeur aussi a augmenté graduellement. Mais depuis 2007, où on a eu vraiment un pic là, de volume de capture à 22 000 tonnes de crevettes, les captures déclinent. Et si bien qu'en 2017, on était rendu à 11 000 tonnes seulement de crevettes. Donc, c'est un déclin qui est très marqué et qui a de graves répercussions sur les communautés de pêche. Une autre observation qui a été faite, c'est que la taille des crevettes elles-mêmes diminue. Donc, les principaux facteurs auxquels on attribue cette diminution de la crevette, c'est le réchauffement des eaux profondes qui habituellement étaient de 5-6 degrés puis qui maintenant sont de 6-7 degrés, donc là où vivent les crevettes, elles s'adaptent moins bien à un réchauffement des eaux. Contrairement au sébaste, qui est prédateur de la crevette et qui, lui, préfère les eaux chaudes. Donc, ça influence négativement les populations de crevettes. Puis, en plus de ces effets donc, de hausse de température, il y a aussi l'acidité de l'eau, la diminution de l'oxygène, potentiellement de la surpêche, et puis le système de proie de la crevette qui a été affecté aussi dans les dernières années. Du coup, on va revenir un petit peu au terme de la façon dont on se questionne autour de ces enjeux d'adaptation. Raphaël vient de parler un peu des changements globaux, plus spécifiquement par rapport à la crevette. Comme on le disait tout à l'heure, quand Marco a présenté, les changements globaux, c'est cette idée des changements à différentes échelles que subissent les écosystèmes du fait de l'activité humaine. C'est des choses qui sont abordées notamment dans les travaux sur l'Anthropocène, par exemple. Moi, je voudrais revenir plutôt sur la question de l'adaptation. Pour se poser cette question de l'adaptation, on s'est un peu inspiré d'une grille aussi que propose Juffé par rapport à la résilience. C'est-à-dire, quand on parle d'adaptation, on parle de l'adaptation de qui? Vous allez voir dans notre présentation que c'est à la fois de pêcheurs allochtones et de communautés des Premières Nations dans l'Est du Québec. L'adaptation à quoi? À l'effet de ces changements globaux sur une ressource très importante localement qui est la crevette. Pourquoi, c'est-à-dire dans quels objectifs? L'adaptation, ça peut être par rapport au développement, et on va un petit peu aborder de comment on aborde cette question du développement. Et puis, comment on s'adapte? On peut s'adapter par des innovations techniques, on peut s'adapter par des modalités organisationnelles, comment on gère les entreprises. Et puis, et c'est ce qui va surtout nous intéresser, puisqu'on travaille dans cette chaire sur les innovations sociales et le développement des territoires, les modalités sociales et socio-économiques d'adaptation.
Comme vous le voyez, c'est un projet qui est très interdisciplinaire parce que quand on travaille sur cette question de l'adaptation aux changements globaux, il y a tout un tas d'enjeux socio-économiques et puis il y a ces changements globaux et pour les comprendre, il faut avoir recours aussi aux sciences de la nature. Donc il y a deux volets, un volet plutôt socio-économique dont on parle aujourd'hui, puis un volet biologique mené par des collègues de l'UQAR, notamment de l'ISMER UQAR. Dans le volet socio-économique, donc Raphaël travaille plutôt avec les pêcheurs autochtones. Laurie et moi-même, on travaille plus avec les communautés autochtones. C'est Marco qui a créé ce projet, qui permet aussi de faire beaucoup le lien. Mais comme vous le voyez, il y a deux niveaux d'interaction, vraiment entre nos travaux auprès des communautés allochtones et autochtones, et puis entre volet socio-économique et volet biologique. Donc, désolée pour le petit glitch là, au niveau de la présentation. Le but principal de la recherche sur les communautés allochtones, ou les pêcheurs eux-mêmes vont dire les blancs, là, mais les non-autochtones, c'est de comprendre les perceptions et les modalités d'adaptation des acteurs et des changements, et des communautés, aux changements globaux, donc en fonction de l'activité de pêche à la crevette nordique dans l'est du Québec. Donc, les principales questions qui sont posées sont quelles sont les caractéristiques socio-économiques des pêcheries et de leurs acteurs, quelles sont leurs perceptions des changements globaux et les observations aussi factuelles, quelles sont les perspectives d'adaptation par les pêcheurs et pour les pêcheurs et les communautés, quelles sont les modifications des pratiques socio-professionnelles, donc si elles sont déjà en cours ou bien comment ils envisagent, dans le fond, les changements globaux et quel type de gouvernance et de gestion sont pratiqués. Ça inclut aussi la question des relations avec les pêcheurs autochtones parce qu'il y a une division des permis par le ministère des Pêches entre les autochtones et les allochtones. Puis donc, il y a tout un échange de permis. Là, c'est un système dans lequel on ne va pas embarquer là-dedans maintenant, mais en tout cas qui peut influencer aussi donc, les prises de décision. Donc, actuellement, on est dans le terrain de la recherche. Donc, on procède par entretien semi-directif, puis on va aussi organiser des focus group pour connaître la vision des différents acteurs par rapport à toutes ces questions-là. Et puis aussi une analyse des pratiques et des milieux par de l'observation directe, et puis l'analyse de l'évolution de l'activité de pêche. Vous êtes à mi-présentation. 7 minutes 39. Donc, je pense qu'on va y arriver. Donc, ça, c'est la carte principale de la région qu'on étudie. Donc, c'est Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et Gaspésie. On voit les principaux ports de débarquement. Le plus grand, donc, c'est Rivière-au-Renard, là où c'est écrit rare, juste sous le numéro 10, qui est une zone de pêche. Et puis, les usines de transformation sont en orange. Donc, les communautés qui sont les plus affectées sont quand même sur la péninsule gaspésienne, mais il y a aussi quelques pêcheurs et quelques activités de transformation qui se produisent sur la côte nord. Donc, un exemple qui nous a été donné pour montrer l'importance de la pêche à la crevette pour les communautés de Gaspésie, c'est que dans le Grand Gaspé, il y aurait environ 500 à 600 emplois qui seraient associés à la pêche à la crevette. Mais bon, ça, c'est une information qui nous a été donnée par l'Office des pêcheurs de crevettes de la ville de Gaspé. Donc, c'est à vérifier aussi. Et puis, donc, d'autres pressions qui sont possibles sur les communautés. Donc, non seulement l'économie locale, les sous qui sont en circulation dans la communauté, que ça passe par l'épicerie ou peu importe les commerces, dépendent de l'activité de pêche, puis donc des revenus des pêcheurs. Mais il y a aussi un intérêt, entre autres, pour Rivière-au-Renard, de faire venir le tourisme pour l'activité de pêche, pour mettre en valeur, dans le fond, l'activité de pêche traditionnelle en Gaspésie. Donc, même qu'il y a un plan de faire passer la population touristique de 3 000 à 50 000 touristes par année. Donc, c'est quand même une vision d'envergure, puis qui montre que la pêche à la crevette est quand même... Il y a beaucoup d'espoir basé là-dessus, alors que la crevette est en déclin. Il y a aussi d'autres éléments socio-économiques qui peuvent influencer donc l'activité de pêche.
Entre autres, il y a le prix du carburant qui fait en sorte que la rentabilité des différents voyages en mer est moindre. Donc, les prix du carburant qui augmentent. Et puis, le fait qu'avec les incertitudes associées au changement climatique, il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de s'engager dans la pêche à la crevette. Donc, ça peut aussi créer des répercussions socio-économiques importantes pour la communauté. Enfin, il y a d'autres éléments comme l'acidification de l'eau dont on parlait tout à l'heure, qui peut influencer le goût, la texture des crevettes. Donc, encore là, par rapport au marché et puis à l'économie de la région, il peut y avoir des répercussions. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus les enjeux qui ont trait aux Premières Nations et donc le travail qu'on fait avec les communautés autochtones dans l'Est du Québec. J'ai repris un peu cette idée de l'adaptation. Si on repart du comment, on va se poser la question donc, de comment on s'adapte, les acteurs des pêches autochtones et puis leur communauté, puisque ça dépasse simplement la filière. Toujours aux effets des changements globaux sur les pêches et puis aux perceptions qu'ils en ont, c'est-à-dire à qu'est-ce qui va leur sembler problématique, et dans une perspective de développement qu'on aborde ici sous l'angle des théories du développement social d'Amartya Sen, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs que ces communautés se fixent elles-mêmes et donc de leurs propres aspirations. Les communautés avec lesquelles nous allons travailler, ce sont la communauté Innu de Uashat Maniutenam, donc à côté de cette île, les deux communautés Mi'kmaq de Guespeg et Guesgapegiag et la communauté malécite de Vigé. Les communautés de Guespeg et les communautés malécites de Vigé ayant la particularité de ne pas avoir de réserve. Pourquoi ces communautés? Tout simplement, en fait, ce projet a été conçu dès le départ en partenariat avec une association de pêche autochtone qui est la GAM, dont sont membres les Malécites de Vigé et les communautés Mi'kmaq de Guesgapegiag et Guespeg. Donc il y a une autre communauté qui pêche la crevette, une autre communauté Mi'kmaq qui est l'Istugouj. Nous, pour diversifier, on s'est intéressé aussi à la Côte-Nord, mais néanmoins, on n'exclut pas le fait d'aller éventuellement dans cette communauté-là. Les questions que l'on se pose, il y en a certaines qui regroupent totalement les questions de la partie allochtone, qui vont être cette caractérisation socio-économique des pêcheries autochtones à la crevette nordique dans l'Est du Québec, de leurs acteurs, les ressources mobilisées. Alors quand on dit ressources, ça va être les crevettes, mais ça va être aussi quels acteurs vont participer à cette activité, que ce soit les personnes qui travaillent à la mécanique, que ce soit les transformateurs, etc. Les questions de perception des changements globaux par les acteurs de ces filières et leur communauté, donc quels enjeux leur semblent problématiques, quelles sont les accroches qu'ils ont pour saisir les changements à l'œuvre, comment ils vont modifier leurs pratiques socio-professionnelles, donc ça va être des questions d'emploi, ça va être des questions de formation, ça va être des questions de temps de travail à bord des bateaux éventuellement, d'outils, etc. Une question qui semble tout à fait intéressante, surtout dans un cadre comme celui d'aujourd'hui, c'est l'effet de la gestion communautaire des pêches sur l'adaptation. Il nous semble qu'avec les entreprises communautaires de pêche, on a une extension extrêmement intéressante des travaux actuels sur l'économie solidaire, c'est-à-dire des entreprises qui vont mettre en œuvre des pratiques qui vont être guidées par les objectifs politiques et non seulement par le profit. Il se trouve que les entreprises autochtones sont des entreprises qui sont la propriété des communautés. Et donc, leur gouvernance va être tout à fait particulière, en fait. C'est un point qui nous intéresse vraiment particulièrement et on rejoint l'idée du commun, et non pas des communs cette fois-ci, mais de cette co-obligation au sein d'une communauté. Quels effets ça va avoir sur la gestion de cette entreprise, sur la façon de mesurer sa performance. On s'intéresse également aux relations entre les acteurs autochtones et allochtones de cette pêche dans une perspective d'adaptation aux changements globaux. Qui fait quoi? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? Au rôle de la pêche à la crevette nordique dans le développement des communautés autochtones. Donc là, ça va être les enjeux de qu'est-ce que cette pêche permet de faire au sein de la communauté, quel est son rôle dans le développement de la communauté. Est-ce que si la ressource et la pêche sont mises en danger, ces rôles peuvent être substitués par d'autres? Là, c'est tout le travail sur les structures de capacité notamment. Et puis, y a-t-il des processus d'innovation sociale à l'œuvre au sein de ces communautés? Et encore une fois, le commun, ces liens de co-obligation au sein de ces communautés, ont-ils un effet sur ces innovations sociales? Peuvent-ils catalyser leur diffusion? Ce sont des enjeux qui vont nous intéresser.
Pour conclure, je vais parler rapidement de la méthodologie. On a là aussi une méthodologie qualitative et une recherche partenariale. On a travaillé à partir du protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, en travaillant à conclure des ententes avec les communautés avec lesquelles on travaille. Ça a été très intéressant parce que c'était quelque chose de nouveau et pour nous et pour elles. Il y a vraiment eu un travail collectif. Là, on est dans une phase où on réalise des ateliers de discussion avec des représentants des différentes communautés pour sélectionner les thématiques à creuser davantage. Voilà, ce partenariat est à toutes les étapes, hein. C'est-à-dire que c'est maintenant, mais ça va être aussi dans la restitution, la discussion des résultats, etc. Et je vous remercie.